Structure d'un rapport scientifique. Bonjour, donc aujourd'hui, on va parler de la démarche scientifique et surtout de rapport scientifique. Donc, comment faire un rapport scientifique. Il y a plus qu'un modèle, là, je vous en donne un. On regarde d'abord c'est quoi la structure de la démarche scientifique avant de parler du rapport scientifique. Donc, dans la démarche scientifique, comment ça commence? Ça commence parce qu'on a un problème. Okay? Il y a des questions qu'on se pose et on va essayer de voir c'est quoi qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on a un problème. J'appelais ça problème. Et on va émettre une ou plusieurs hypothèses pour comme solution du problème. Donc, qu'est-ce qu'on pense que c'est? Et ça va guider l'élaboration d'un plan pour résoudre le problème. Donc, on va mettre au point une stratégie, une démarche scientifique pour résoudre le problème, mais basée sur l'hypothèse qu'on a. On ne cherche pas à gauche, à droite, là, les yeux fermés. On a vraiment un plan. Et là, après, on va mettre le plan à exécution tout simplement. Donc là, c'est la partie vraiment soit expérimentale, soit vraiment on a passé du temps à faire un long calcul ou une simulation numérique, mais disons qu'on passe à l'action. Et ensuite, là, il y a deux étapes là, qui se font ensemble. C'est l'observation et l'analyse des résultats. Donc, les observations, c'est vraiment ce qu'on a. Donc, on note les résultats et on va les analyser, ces résultats-là. Donc, ça peut se faire plus ou moins en même temps. Là, ça dépend des situations. Et après, on peut dresser une conclusion par rapport à ce qu'on a observé en lien avec le problème qu'on avait posé et les hypothèses qu'on avait émises. Bon, ça, c'est si tout va bien. En réalité, ça ne marche jamais comme ça. Hein. Il y a toujours des choses qui font que c'est pas linéaire comme ça. Okay? Par exemple, lorsqu'on exécute le plan, on peut se rendre compte que notre plan est mal conçu, hein, notre stratégie est mal conçue, il faut la revoir. Donc, on va la reconstruire. On peut se rendre compte aussi, par exemple, que lors de nos observations ou de l'analyse de nos résultats, nos hypothèses font pas trop de sens, donc on va les reformuler, on va s'arranger pour avoir des nouvelles hypothèses pour nous guider mieux pour avoir une réponse, parce que même si on a montré que notre hypothèse n'était pas bonne, mais notre problème n'est pas nécessairement résolu, donc il faut reformuler notre hypothèse. Et parfois, c'est littéralement le problème qu'il faut reformuler. Donc, on a posé un problème qui faisait du sens, mais à mesure qu'on a de l'information, on se rend compte que, finalement, c'est pas vraiment ça le problème, c'est quelque chose d'autre. Donc, on va le reformuler. Donc, la démarche scientifique, elle n'a rien de vraiment linéaire. Hein. Ça, c'est quand tout va bien, mais en fait, il y a un tas de va-et-vient dans cette ligne-là. Hein. On remonte à une étape antérieure. Et ça, on va le faire des boucles comme ça, d'avancer, de reculer, d'avancer. On va le faire tant aussi longtemps qu'on ne sera pas satisfait, qu'on ne sera pas en mesure d'émettre une conclusion qui réponde à un problème, que ce soit le problème initial, le problème original, ou un autre problème, mais qu'on sera convaincu qu'on aura fait une avancée. Donc, ça, c'est la démarche scientifique. Donc, c'est quand même plus compliqué que ce qu'on pense. Puis ça peut être frustrant des élèves là, qui font des étudiants là, gradués qui commencent à faire de la recherche, se rendent compte que c'est pas toujours aussi simple, aussi direct que ce qu'ils peuvent s'imaginer. Bon. Là, quand on vient le temps de présenter les résultats, c'est là qu'on fait un rapport. Là, ça peut prendre toutes sortes de formes. Je vous donne un exemple, OK? Et en fait, le détail va vraiment dépendre des exigences des personnes qui commandent le rapport. Donc, ça peut être un organisme subventionnaire, ça peut être un journal scientifique. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire un rapport. Généralement, on a toujours un but. Okay? Notre but, ça correspond en gros au problème de notre démarche scientifique. Donc, on a une question. Hein, on veut essayer de montrer quelque chose ou on veut essayer de connaître quelque chose. Donc ça, c'est notre but. On dit, dans le fond, on identifie clairement c'est quoi le problème qu'il faut régler. Et puis, dans le but, dans la structure du rapport telle que je vous la présente, on va essayer aussi de donner une idée de comment on va y arriver.
Donc, on ne donne pas les détails, on fait juste dire c'est quoi les principes, c'est quoi l'idée générale derrière notre démarche expérimentale, OK? Et ça, on le présente dans notre but. Souvent, ça peut s'accompagner d'une introduction. Donc, dans un article scientifique, habituellement, on va voir une petite introduction qui nous dit pourquoi qu'on se pose cette question-là. OK? Donc, ça peut faire partie à ce moment-là du but. Vous remarquerez que je n'ai pas mis ici l'hypothèse, parce que l'hypothèse, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la démarche scientifique. C'est très important pour la démarche scientifique. Par contre, à mon avis, ça ne fait pas trop de sens pour un rapport scientifique. Il n'y a pas un article de journal, vous ne verrez jamais un scientifique qui émet une hypothèse et puis qu'en bout de ligne, oups, il s'est trompé, il a changé d'idée, ça ne fait pas trop de sens. On ne voit jamais ça. Donc, on ne marque pas l'hypothèse dans la structure telle que je la présente. C'est sûr que si votre enseignant vous demande de mettre l'hypothèse, coudonc, vous en mettez une, puis vous respectez ces consignes. Mais bon, dans la démarche que je présente, il n'y en a pas. Donc, on passe après, une fois qu'on a identifié le but, qu'on a dit comment on allait faire, là, on passe aux détails de la démarche expérimentale, ou si c'est théorique, en fait, la démarche théorique. Donc, on a une liste de matériel, on a le protocole, donc les étapes, une à la suite de l'autre qu'on va exécuter. Et idéalement, ça va s'accompagner d'un schéma du montage. Le schéma du montage n'est pas toujours essentiel, mais il aide souvent à la compréhension de la démarche ou à la clarté. Il aide à définir certaines variables. Il aide à identifier aussi certains paramètres. Donc, c'est quand même très utile. Une fois qu'on a marqué ça, on va présenter les résultats. Donc, on va les présenter essentiellement sous forme de tableaux et de graphiques. Et les tableaux, en passant, j'y reviens un peu plus loin sur les tableaux et les graphiques, les tableaux vont être accompagnés d'exemples de calcul. Donc, l'idée, c'est pas de remarquer tous les calculs qu'on a fait, mais à chaque fois qu'on a un calcul différent, qui serait, c'est-à-dire qu'on a un calcul et puis on va le répéter souvent, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle sorte de calcul, on va donner un exemple de comment on a obtenu nos résultats. Donc ça se présente généralement sous le tableau. On a les graphiques, je vais y revenir aussi, et parfois, on a besoin de calculs supplémentaires, donc on peut avoir une section pour des calculs supplémentaires qui va nous permettre de faire des liens entre certains paramètres. On a ensuite une section d'analyse et de discussion. Bon, ça peut être soit séparé, soit commun, là, c'est ce qu'on appelle souvent l'analyse ou simplement la discussion. On va faire un retour sur le résultat en commençant toujours par les résultats bruts. Donc, commencez pas par donner la réponse, commencez par présenter les résultats tels que vous les avez mesurés. Et vous y faites référence à ces résultats-là à partir des tableaux et des graphiques. Donc, il faut toujours appuyer nos affirmations sur les tableaux et les graphiques, comme les données sont présentées au tableau numéro 1 tel, comme on peut le voir au graphique numéro 3. OK? Comme ça, on fait toujours référence à nos outils de présentation. Ensuite, on va, lors de cette analyse et discussion-là, on va extraire des paramètres à partir de nos graphiques. Donc, souvent, les graphiques, ce ne sont pas des courbes aléatoires. Là. Ils vont correspondre à des courbes qu'on connaît et auxquelles on peut attribuer des paramètres. Donc, quand c'est le cas, il faut le faire. Il faut extraire les paramètres et essayer de voir est-ce qu'on peut en tirer quelque chose d'utile. On fait ensuite une discussion des résultats en lien avec le problème qui est abordé. Donc, c'était quoi notre but? C'était quoi notre problème? Qu'est-ce qu'on a obtenu avec nos résultats? Et là, l'idée, c'est d'extraire le plus de jus possible, mais en évitant la redondance. Donc, un bon rapport, ce n'est pas un rapport qui a beaucoup de mots. Un bon rapport, c'est un rapport qui dit beaucoup de choses, mais qui dit des choses différentes, pertinentes. Donc, l'idée, c'est pas de remplir pour remplir. Il faut aller droit au but. OK, une discussion rapide, mais quand même qui extrait le maximum de jus possible. On va aussi, dans cette section-là, parler des sources d'erreur, parce que nos résultats, et oui, il y a en fait, on a de l'incertitude, et puis qu'est-ce qui a fait que
je pourrais douter de mes résultats ou qu'est-ce qui a fait que je pourrais améliorer mes résultats. Donc, ça fait partie d'une discussion sur les sources d'erreur qu'on va faire conjointement là, avec notre analyse. Et puis vient finalement la conclusion. La conclusion, ben, c'est un petit peu résumé de toutes ces choses-là. Donc, on fait un retour sur notre but. Donc, c'est quoi qu'on cherchait. On montre c'est quoi les principaux résultats qu'on a obtenus. Et ça inclut certains paramètres importants qu'on aurait déterminés. Pas nécessairement tous les paramètres, mais certains paramètres importants, là, surtout en lien avec le but. Et on va faire un rappel des principales sources d'erreur qui pourraient mettre en cause certains de nos résultats. Et puis, possiblement, donc c'est pas toujours le cas, mais souvent, il va être possible de faire une ouverture sur un problème nouveau ou une amélioration de la démarche là, qui pourrait être faite dans le futur. Donc ça, c'est en gros la conclusion. Maintenant, je donne quelques conseils. On va commencer par des conseils généraux. C'est vraiment important, règle 1, que la présentation soit uniforme. Donc ça, uniforme, c'est à tous les points de vue. Donc, ça veut dire d'abord, par exemple, les polices de caractère. Donc, si vous avez un titre, ben, vous utilisez toujours la même police de caractère pour ces titres-là. Si vous avez un corps de paragraphe, ben, vous utilisez les mêmes polices de caractère, la même grosseur tout le temps. Si vous avez de l'espacement entre les paragraphes ou entre le titre et le paragraphe, ben, il faut tout le temps que ça soit la même chose. Il ne faut pas varier ça d'un à l'autre parce que y a un de vos coéquipiers qui a fait une partie, vous avez fait l'autre. Ça, on s'en fout, là. Il faut que ce soit uniforme. Fait que parlez-vous, mettez les choses ensemble, après, essayez de polir ça pour que ce soit bien. Même chose pour les graphiques. Donc, les graphiques, il faut globalement qu'ils se ressemblent. On ne peut pas avoir un gros graphique à l'horizontale, puis l'autre graphique est à la verticale. Les titres ne sont pas la même grosseur. On s'arrange pour que les graphiques, les tableaux soient présentés de manière uniforme. Règle 2, ne jamais séparer un titre de son élément. Donc ça, je vois ça souvent dans les rapports. On a, par exemple, un titre de section, puis le paragraphe est sur l'autre page. Ça ne se fait pas. Okay? Le titre, il faut qu'il soit accompagné de l'élément, ou disons du début du paragraphe au moins. Même chose pour un graphique. Des fois, on a le graphique sur une page, puis le titre sur la page précédente. Ça n'a pas de sens. Ça. Donc, il faut que le titre soit accompagné de son élément tout le temps. Règle 3 aussi, qui est très souvent négligée au secondaire, c'est le langage doit être précis et soigné. C'est pas parce qu'on n'est pas en français qu'il faut écrire tout croche. Vous essayez de limiter le nombre de fautes d'orthographe, de les éliminer autant que possible. Il faut que ça soit lisible, vous mettez les virgules à la bonne place, relisez-vous. Il faut que ça soit... Ça fait partie, en fait, la communication, ça fait partie du rôle du scientifique d'être capable de communiquer correctement ses résultats. Bon. Une chose, il y a une page de présentation. Là, je ne l'ai pas marqué là, dans la structure du rapport, mais oui, ça va y avoir une page de présentation qui doit contenir les informations suivantes. Là, encore là, vous pouvez vous fier au modèle là, de votre école, s'il y a un modèle. Mais normalement, il y a un titre pour le rapport qui doit apparaître. Le nom des auteurs apparaît sur la page de présentation. Le nom de la personne à qui on donne le rapport. Et puis le nom du cours, ou ça peut être le code du cours, dépendamment, le nom de l'école, ainsi que la date de remise de rapport. Pas la date qu'il fallait le remettre, la date que vous avez remis le rapport. Okay? Les tableaux, encore là aussi, il y a certaines règles générales, quoique, comme je vous dis, là, ça dépend des consignes que vous allez recevoir de vos enseignants. Première règle, ben, les tableaux viennent avec un titre. Dans un article scientifique, ça arrive que le tableau, le titre, des fois, il est en dessous du tableau, mais normalement, on va le mettre dans un rapport, là, comme moi, je vais le proposer. On va le mettre généralement au-dessus du tableau, centré. Le titre, c'est un titre, ça ne commence pas par le ou la ou l'apostrophe, c'est pas la température de ci, c'est température de... Bon. Règle 2. Dès qu'il y a plus qu'un tableau, on doit mettre des numéros. Donc, c'est pas le tableau, il y a son titre, l'autre tableau, il y a son titre, vous mettez des numéros. Le tableau 1, le tableau 2, le tableau 3, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile, à ce moment-là, à y faire référence lorsqu'on est dans la section d'analyse. On a des colonnes qui doivent être identifiées. Donc, quand j'ai une colonne dans un tableau, il faut que ça soit clair c'est quoi la colonne. Donc, soit vous mettez
la variable qui est utilisée pour la représenter, ou vous marquez littéralement le nom de cette variable-là. Il faut que ça soit identifié. On va ajouter également l'unité de mesure. Donc, l'unité doit être indiquée, normalement de parenthèse, et s'il y a une incertitude, vous pouvez la mettre. Si elle est constante, vous la mettez dans cette même colonne-là, c'est correct, au haut de la colonne. Et sinon, ben, ça prend une colonne séparée pour l'incertitude. Règle 4, ben, là où les variables indépendantes se trouvent à gauche. Donc, présentez ça de façon logique. Donc, vous présentez d'abord les colonnes, les variables indépendantes. Donc, c'est quoi que vous avez fait varier. Et puis, après, le résultat, c'est votre variable dépendante. Donc, un exemple, si vous voulez, par exemple, la masse volumique, ben, vous avez mesuré la masse, vous avez mesuré le volume. Ben, logiquement, quand on lit, ben, on va mettre une colonne pour la masse, une colonne pour le volume, et la dernière colonne sera la masse volumique. On ne va pas mettre volume en premier, masse volumique en deuxième, puis masse en troisième. Donc, ça ne se lit pas de façon logique. Une autre règle, règle 5, les règles d'affichage des chiffres significatifs doivent être respectées. Oui, en 5e secondaire, on apprend les chiffres significatifs autant que possible lorsque on a utilisé des formules dont on sait comment traiter les chiffres significatifs. Ben oui, on va les respecter et toutes les nombres, les quantités qui apparaissent dans notre colonne doivent respecter la même règle. Donc, l'affichage des valeurs doit être compatible avec l'incertitude absolue. Règle 6, chaque calcul différent s'accompagne d'un exemple au bas du tableau. Donc, par exemple, si je reviens sur la masse volumique, ben, vous allez me faire un exemple de calcul de la masse volumique, puis vous prenez une des lignes de votre tableau, puis vous expliquez comment vous avez obtenu la masse volumique. On n'a pas besoin de montrer des calculs pour chacune des masses volumiques. On le fait une fois, puis c'est correct, on a compris. Bon, les graphiques, il y a des règles qui ressemblent à celles des tableaux. Les graphiques viennent avec un titre. Encore une fois, dans un rapport, on peut le mettre, le titre, au-dessus, centré. Mais comme je vous dis, là, il peut y avoir des contextes où le titre serait en dessous, là, comme dans un article scientifique. Mais bon, pour nos rapports, nous, ils vont être comme ça. Le titre ne débute pas par la, l'apostrophe, c'est un titre comme un titre de journal, on évite l'article du début. Dès qu'il y a plus qu'un graphique, ben, ils doivent être numérotés, donc le graphique 1, le graphique 2, le graphique 3, donc c'est pas juste un titre, il y a aussi le numéro du graphique. Les axes sont identifiés et les unités sont données entre parenthèses, s'il y en a. Donc quand il y a des unités, elles sont données. Donc, les axes sont bien identifiés. On a vraiment le nom des variables qu'on utilise. Donc, les titres des axes ne débutent pas, encore une fois, par le, la et l'apostrophe. Règle 4. Les graduations doivent être faciles à lire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des bons qui sont logiques, okay, qui sont faciles à lire. Des bons de 1, c'est facile à lire. Des bons de 2, des bons de 4, des bons de 5, des bons de 8, des bons de 2,5, ça se lit aussi bien. Ou des bons là, qui seraient une espèce de 10 fois ces valeurs-là. Donc des bons de 10 ou des bons de 100, ça se lit bien. Par contre, on ne fera pas des bons de 3 ou des bons de 11 sur 5. Mais ça a l'air niaiseux que je le dise comme ça, mais ça revient souvent des bons de 2 tiers que les élèves tracent les bons. Donc on fait attention à comment on présente ces valeurs-là de graduation. Règle 5, s'il y a plus qu'une courbe, on doit les identifier. Donc, soit avec une légende, soit directement à côté de la courbe, ça doit être écrit quelle courbe et quelle courbe. Règle 6. Lorsque l'équation de la courbe est donnée, ben, on va utiliser les bonnes variables. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de la marquer sur le graphique, mais si on décide de la marquer sur le graphique, on n'utilise pas X et Y si les variables ne sont pas X et Y. Okay? On va utiliser les bonnes variables. Ça, j'aurai un exemple un peu plus loin pour vous. Règle 7, on doit ajouter les barres d'erreur lorsque l'incertitude est connue. Donc, lorsque vous avez l'incertitude, ben, vous ajoutez les barres d'erreur. À la fois pour l'horizontale et pour la verticale. Si vous le connaissez uniquement pour la verticale ou si c'est pertinent uniquement pour la verticale, ben, vous mettez juste pour la verticale, mais quand on connaît, habituellement, on met les barres d'erreur. Quand on présente, je vous ai dit qu'on mettait des numéros, il y a plus qu'un graphique, on présente les données brutes
d'abord. Donc, vous avez un graphique avec les données brutes, les données que vous avez traitées, ben, c'est un autre graphique après. On fait ça en ordre logique. Règle 9, en plus du graphique avec les données brutes, il est souvent utile de présenter des graphiques linéarisés. Je viendrai avec un exemple. En fait, je vais commencer maintenant par vous présenter cet exemple. Imaginez que j'ai un graphique où je mesure l'accélération d'une balle, d'une bille là, en fonction de l'angle de la pente. J'ai une pente puis je la laisse tomber, ça accélère. Vous verrez en physique que l'accélération à ce moment-là, ben, c'est le 9,8, l'accélération gravitationnelle, fois le sinus de l'angle de la pente. Bon. En passant, regardez que j'ai un titre qui est numéroté, le titre il est centré, j'ai des axes qui sont identifiés, les unités sont indiquées, et regardez les bonds, ils font du sens. Hein. Ici, je fais des bonds, je suis rendu à 6, 6,5, 7, 7,5, 8, ça se lit bien. Ici, même chose, 40, 50, 60, 70, 80, ça se lit bien. Bon. Maintenant, j'ai cette courbe-là, qui est avec des bords d'erreur en passant, qui n'est pas une droite, hein, c'est pas une courbe nécessairement évidente qu'on connaît. Oui, je sais, c'est un sinus, on pourrait essayer de reproduire un sinus, mais vous avez toujours avantage à linéariser. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que regardez, si au lieu d'avoir tracé θ ici, j'avais tracé sinus θ, alors à ce moment-là, j'aurais eu une droite. Et c'est ce qui a été fait ici. Dans un deuxième graphique, graphique 2, là, à ce moment-là, on a tracé l'accélération en fonction du sinus de l'angle de la pente. Donc là, à ce moment-là, j'ai linéarisé. Donc, ça me donne bien une droite et je peux le confirmer parce que je peux donner la courbe de tendance et je pourrais donner l'équation de cette courbe de tendance, de l'accélération en fonction du sinus de l'angle. Et à ce moment-là, la pente me donnerait l'accélération gravitationnelle. Donc, ça, c'était une linéarisation. Un exemple ici, deuxième exemple de graphique, où là, j'ai deux courbes sur le même graphique. Encore là, c'est pour deux résistances. On essaie de mesurer la résistance, de déterminer une résistance en mesurant aux bornes le courant et la tension. Donc, U égale à RI, hein, vous avez fait ça en quatrième secondaire. Ben là, je l'ai essayé pour deux résistances. Donc, j'ai dû mettre deux symboles, des symboles différents. J'ai deux courbes. Donc, j'ai une légende qui me dit, bon, ça c'est pour la résistance 1, ça c'est pour la résistance 2. Et ils sont tracés comme ça. Et chacune correspond à, j'ai trouvé la courbe de tendance pour chacune d'elles, à partir de laquelle je peux établir c'est quoi la pente. Et la pente, bon là, vous remarquerez que comme j'ai des milliampères, la pente, ça ne donnera pas des ohms. Là, ça va donner des... ça ne donnera pas ça exactement. Il faudrait que je multiplie par 1000 pour avoir des ohms. Donc là, ici, j'aurais 181 ohms, puis là, ici, j'aurais 149. Bon. Mais j'ai deux courbes comme ça. Donc, en résumé, la démarche, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la démarche scientifique et la rédaction d'un rapport scientifique, c'est deux choses distinctes. Donc, il y a des éléments qui se ressemblent beaucoup, mais il y a des éléments qui peuvent différer. Et ce qui va être important quand vous présentez un rapport, ben, ça va être de respecter les exigences qui vont vous être données. J'ai présenté ici un modèle, ça ne veut pas dire que c'est celui qui va être adopté par votre enseignant ou par le journal auquel vous voulez soumettre un article. Donc, l'idée, c'est de respecter les consignes pour que la communication soit facile.